Mon mari est décédé il y a 5 ans. Chaque mois, sans exception, j'envoyais 200 à mes beaux-parents pour rembourser une dette contractée par le passé. Un jour, mon voisin du dessous m'a dit: arrête de leur envoyer de l'argent et regarde les images de la caméra de surveillance. Le lendemain, j'ai visionné les enregistrements. La scène qui s'est déroulée sous mes yeux m'a laissé de marbre, glacé d'effroi. L'odeur de plâtre qui s'effrite mêlée au relent de canalisation bouché depuis des années m'a frappé dès que j'ai coupé le moteur de ma vieille voiture au pied de l'immeuble. Cette vieille bâtisse en briques rouges trônait au cœur du 19e arrondissement de Paris depuis plus de 70 ans, aussi décrépite que les gens qui s'y éteignaient lentement à l'intérieur. J'ai garé ma berline Bordeaux près de l'Amble, exactement là où une marque sur le bitume indiquait ma place habituelle depuis 5 ans. Aujourd'hui, nous étions le 5 du mois. Le jour où moi, Chloé, veuve de 34 ans, devais remplir mon obligation. Rembourser la dette de mon défunt mari. 5 étages, pas d'ascenseur. J'ai ajusté mon sac à main. Ma main a frôlé inconsciemment l'enveloppe bombée dans la poche intérieure. 200, une somme insignifiante pour les riches, mais le 6e de mon maigre salaire. C'était l'argent pour le lait de Lucas, pour ses cours de soutien, pour ses frais de club de foot. Il y a 5 ans, pour que Marc puisse aller travailler sur les plateformes pétrolières en mer du Nord, ses parents avaient retiré toutes leurs économies, un total de 12 000, pour les lui donner. Le jour de la mort de Marc, sa mère m'a pointé du doigt, m'accusant d'être la cause de son départ et de sa perte, les laissant, eux, 2 personnes âgées, les mains vides. Elle m'a forcé à assumer le remboursement de cette somme, divisée en mensualités de 2 cents sur 5 ans. J'ai serré les dents et j'ai accepté, y voyant un dernier geste d'amour envers mon mari et un moyen d'avoir la paix pour élever mon fils. La cage d'escalier était un puits sombre, à peine éclairé par de faibles rayons de soleil filtrant à travers les vitres encrassées de la cour intérieure. L'écho de mes pas résonnait sur les tomates usées. Chaque marche pesait 1 tonne. Au premier étage, le gardien mettait la radio à fond. Au 2e, une odeur de pot-au-feu brûlé s'échappait d'une cuisine. Au 3e, un jeune couple se disputait bruyamment à propos de la hausse de la facture d'électricité. Arrivé au 4e, le silence devenait presque total, et le 5e, là où vivaient mes beaux-parents, semblait appartenir à un autre monde, figé dans une immobilité inquiétante. Je me suis arrêté sur le palier, essuyant la sueur de mes tempes. Ma poitrine était oppressée, mon cœur battait la chamade, non pas à cause de l'effort, mais à cause de ce malaise diffus qui m'envahissait toujours devant cette porte blindée à la peinture bleue écaillée. Appartement 504, chez les parents de Marc. J'ai frappé 3 coups secs. Silence. Je savais qu'ils étaient là. Ils ne sortaient jamais. Étienne, mon beau-père, souffrait d'arthrite, et Yolande, ma belle-mère, se plaignait toujours de migraines et de vertiges. Tous deux vivaient comme des ombres dans ce 55 mètres carrés, les volets clos et la porte verrouillée jour et nuit. J'ai frappé plus fort. Papa, maman, c'est Chloé. Près d'1 minute s'est écoulée avant que j'entende le traînement de pantoufles. Le bruit du verrou était sec, comme le craquement des os d'un vieillard. La porte s'est entr'ouverte, laissant apparaître un visage ridé et grincheux. C'était Yolande. Elle avait un peu plus de 60 ans, mais paraissait bien plus vieille. Ses yeux enfoncés, cernés de noir, regardaient toujours autour d'eux avec suspicion. Elle n'a pas ouvert la porte entièrement, laissant la chaîne de sécurité, créant une barrière froide entre son monde et le mien. « C'est toi ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. « Oui, bonjour Yolande. Je viens apporter l'argent du mois. » J'ai essayé de garder le sourire, bien que les muscles de mon visage soient crispés. « Ah, donne-moi ça », dit-elle brusquement. J'ai sorti l'enveloppe de mon sac et l'ai tendue à 2 mains. « Voici les 200 pour vos médicaments. » Yolande a tendu une main osseuse, marbrée de veines bleues, et a arraché l'enveloppe avec la rapidité d'un rapace. Sans compter, elle l'a glissée directement dans la poche de sa robe de chambre. « Est-ce que Lucas va bien ?» demanda-t-elle sans me regarder, les yeux fixés sur l'escalier derrière moi. « Oui, il va très bien. Il réclame souvent ses grands-parents. Ce week-end, si vous voulez, je peux l'amener. J'ai presque fini de payer la dette, j'aimerais que vous soyez plus proche de lui. » En entendant cela, le visage de Yolande s'est rembruni. « Non, non. Ton beau-père a mal à la jambe et j'ai la migraine. Un enfant à la maison,
c'est trop de vacarme. On est à d'humeur. Finir les paiements est ton affaire. On t'appellera quand on ira mieux. Toujours la même excuse. En 5 ans, le petit Lucas n'était entré ici que quelques fois, et chaque fois, on nous mettait dehors après 15 minutes. J'ai baissé la tête, avalant l'amertume qui me montait à la gorge. Allez, par maintenant, tu vas attraper froid dans ce courant d'air, ajouta Yolande avant de claquer la porte. Le verrou a claqué de façon définitive. Je suis resté là, devant cette porte froide. Pas une invitation, pas un verre d'eau. J'ai collé mon oreille contre le bois, espérant entendre la voix d'Étienne ou le son de la télévision. Rien. Un silence de tombe. Le vent s'engouffrait dans la cage d'escalier, me glaçant le dos. J'ai frissonné et relevé le col de ma veste avant de redescendre. Mon cœur était lourd. Marc, tu es parti et tu m'as laissé avec cette dette. J'ai presque fini de payer. Pourquoi tes parents sont-ils toujours aussi froids avec ton fils et moi? La question flottait dans mon esprit, se perdant dans le vide de l'escalier sombre. Je ne savais pas qu'à l'instant précis où je tournais les talons, une paire d'yeux m'observait à travers la persienne entr'ouverte. Un regard qui n'était pas celui d'un vieillard, mais un regard vif et calculateur. Je suis descendu dans la cour avec l'impression de m'échapper d'une cave sans air. Le soleil de l'après-midi, d'un jaune pâle, dessinait des taches de lumière sur le béton. L'atmosphère de la cour contrastait avec le silence de mort du 5e étage. Quelques enfants jouaient au basket en criant à tue-tête. Des femmes assises sur des bancs épluchaient des haricots verts en bavardant avec animation. Je me dirigeais vers ma voiture pour aller chercher mon fils à l'école quand une main ridée mais ferme a saisi mon poignet. « Chloé, c'est toi, ma petite ?» Je me suis retournée, surprise. C'était Madame Haddad. Elle avait été la présidente du conseil syndical de l'immeuble autrefois, et bien qu'elle soit à la retraite, elle gardait cet air d'autorité et ce goût pour tout savoir sur tout le monde. Elle était assise sur un banc de pierre, s'éventant avec un morceau de carton. « Bonjour, Madame Haddad. Vous profitez de la brise ?» ai-je salué poliment. Madame Haddad n'a pas répondu à ma banalité. Elle m'a fait asseoir à côté d'elle et a regardé autour d'elle comme si elle craignait d'être entendue. Puis elle s'est approchée de mon oreille et a chuchoté avec un air de mystère. « Tu es encore montée payer la dette à ces deux-là ?» J'ai été surprise qu'elle soit au courant d'une affaire de famille aussi privée, mais j'ai acquiescé. Oui, aujourd'hui c'était le jour du paiement. Madame Haddad a claqué de la langue et a secoué la tête avec une expression de compassion mêlée d'une certaine crainte. Elle a baissé la voix encore plus. Pauvre petite, travailler comme une mule pour faire vivre des gens qui ne le méritent pas. Écoute-moi bien. Le mois prochain, ne leur donne pas un centime. J'ai froncé les sourcils, ne comprenant pas. Madame Haddad était connue pour être un peu commère, mais ce n'était pas une mauvaise personne. Pourquoi dites-vous ça? Il ne me reste que quelques mois pour solder les 12 000 que Marc leur devait pour partir travailler. Je dois remplir mon obligation. Sa main a serré mon bras fermement. Ses yeux se sont agrandis, fixés sur les miens, et sa voix, bien que tremblante, a prononcé chaque syllabe avec dureté. On dit par ici que les morts ne sont parfois pas si morts que ça. Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai eu la chair de poule. Les paroles de Madame Haddad étaient comme une rafale d'air glacial en plein jour. Qu'est-ce que vous racontez? Mon mari est mort il y a 5 ans. Nous avons le certificat de décès. Nous avons même rapporté ses cendres. Elle m'a interrompu d'un geste de la main. Je ne te parle pas de fantômes. Je te parle de gens de chair et d'os. Tu n'as pas remarqué? Cette maison est plus silencieuse qu'une église pendant la journée, mais vers 1 ou 2 heures du matin, on entend des bruits. Une nuit, je ne pouvais pas dormir. Je suis allée sur mon balcon pour fumer une cigarette et j'ai vu l'ombre d'un homme monter au 5e étage. Sa façon de marcher me semblait très familière. Très familière. Mon cœur s'est mis à battre violemment. Oui, cette façon de boiter avec l'épaule un peu tombante. Exactement comme Marc après son accident de moto. Et le plus étrange, c'est que chaque fois que tu viens apporter l'argent, cette nuit-là ou la suivante, cette ombre apparaît. Je suis restée paralysée. Marc était mort dans un accident de travail en mer du Nord. Un représentant de la société d'intérim nous avait apporté l'urne.
Vous vous trompez sûrement, Madame Haddad. Votre vue n'est plus ce qu'elle était. J'ai essayé de trouver une explication logique, mais ma propre voix tremblait. Madame Haddad m'a lancé un regard acéré. Je suis vieille, mais je ne suis pas gâteuse. Et je l'ai vu. Il portait une casquette enfoncée jusqu'aux sourcils et un masque chirurgical. Si c'était un voleur, il rôderait. Mais celui-là a sorti une clé de sa poche et a ouvert. Si tu ne me crois pas, c'est ton problème, mais écoute-moi. Et, sur le palier entre le 4e et le 5e, le syndic vient d'installer une caméra de surveillance à cause des cambriolages. Débrouille-toi pour voir les images. Sur ce, Madame Haddad a lâché mon bras et a recommencé à s'éventer comme si de rien n'était. Je me suis levée, les jambes flageolantes, et j'ai marché vers ma voiture. Ma tête était un tourbillon. Pas si mort que ça. Boite légèrement. A ouvert la porte comme s'il était chez lui. J'ai mis le contact avec des mains tremblantes. Une peur vague mais écrasante commençait à s'emparer de moi. Si Marc était vivant, pourquoi m'avait-il laissé porter cette dette énorme pendant 5 ans? Les rues de Paris à l'heure de pointe étaient un chaos total, mais je me sentais complètement déconnectée. Dans ma tête, un film passait au ralenti, reliant des souvenirs fragmentés des 5 dernières années. Pourquoi Yolande exigeait-elle toujours l'argent avec une telle dureté? Les 12 000 étaient leurs économies pour la retraite, d'accord, mais ils n'en avaient pas besoin immédiatement. Pourquoi insistait-il pour que je paie chaque mois sans rater un centime? Leurs 2 retraites cumulées devaient avoisiner les 2 000. En vivant là où ils vivaient, c'était plus qu'assez pour 2 personnes âgées austères. Pourquoi avaient-ils besoin de 200 de plus en liquide chaque mois? Pour épargner. Ou pour entretenir quelqu'un? Je me suis souvenu de l'été dernier, pendant la canicule. Je leur avais apporté un sac d'oranges. Quand Yolande avait ouvert la porte, j'avais aperçu du coin de l'île que les volets étaient totalement clos. Il n'avait pas de clim, pas de fenêtres ouvertes. Comment 2 personnes âgées supportaient-elles une telle chaleur, à moins d'essayer de cacher la présence de quelqu'un d'autre? Maman. Lucas m'attendait. La voix aiguë de mon fils m'a ramené à la réalité. J'étais arrivée devant la grille de son école. Le petit a couru vers moi, tout transpirant. Je l'ai serré fort, sentant un nude à l'estomac. Le père de Lucas. Le jour où j'avais appris la mort de Marc, je m'étais évanouie plusieurs fois. Yolande répétait sans cesse qu'il était parti chercher un avenir meilleur pour la famille. Maintenant qu'il est mort, nous n'avons plus rien et nous avons des dettes. Tu es sa femme, tu dois assumer. Par amour pour mon mari, et pour que mon fils ne perde à ses grands-parents, j'avais accepté de travailler sans relâche. Mais si ce que disait Madame Haddad était vrai? L'idée m'a fait faire un écart, manquant de percuter une voiture arrivant en sens inverse. Maman, ça va? A demandé Lucas, effrayé. Oui, mon chéri, ce n'est rien. Je suis juste un peu fatiguée. Une fois à la maison, après avoir fait dîner mon fils et l'avoir couché, je me suis assise devant l'ordinateur. L'écran riait, mais je n'arrivais pas à me concentrer. J'ai ouvert un tiroir et sorti mon carnet de comptes. La ligne dette beaux-parents 12 000 était entourée de rouge. J'avais payé pendant 58 mois. Il n'en restait que 2. Si Marc était vivant, cela signifiait que je ne remboursais pas une dette, mais qu'il m'escroquait. Je me suis souvenu du détail de la boiterie. Marc s'était fracturé la cheville gauche lors d'un accident de scooter en 2018. Le soupçon, tel de l'acide, a commencé à ronger ma confiance. J'avais besoin de preuves. J'ai pris mon téléphone et cherché un nom dans mes contacts. Thomas était un cousin éloigné, un génie de l'informatique. Thomas? C'est Chloé. Est-ce que tu connais quelqu'un qui gère les caméras de l'immeuble rue de Crimée? C'est très important. Chloé, qu'est-ce qui se passe pour que tu m'appelles à cette heure-ci? Demanda Thomas d'un ton surpris. Thomas, je ne peux pas t'expliquer au téléphone, c'est délicat. Est-ce que tu connais quelqu'un qui gère les caméras dans l'immeuble de mes beaux-parents? Il y eut un silence. Celui dans le 19e? J'ai un pote dans la boîte de sécurité qui a fait l'installation. Pourquoi? On t'a volé quelque chose? Oui, quelque chose comme ça. Je crois que j'ai fait tomber mon portefeuille dans l'escalier. Est-ce qu'il y a un moyen de récupérer les fichiers de la caméra entre le 4e et le 5e étage pour les 3 derniers mois?
Je demande demain et je te tiens au courant. S'il te plaît, Thomas, c'est vital. J'ai raccroché, les paumes moites. La flèche était lancée. Le lendemain après-midi, j'ai retrouvé Thomas à la terrasse d'un petit café discret dans une ruelle de Belleville. Il est arrivé à l'heure et a sorti un ordinateur de son sac. « Chloé, ça va ? Tu es tendue, tu as une sale mine, dit-il avec inquiétude. « Ça va. Tu as trouvé quelque chose ? » Thomas a hoché la tête. « Tu as de la chance, le système sauvegarde tout sur le cloud. Mon pote m'a passé les accès. Quel jour tu disais pour ton portefeuille ? Regarde autour du 5 ou du 6 de chaque mois, entre 1h et 3h du matin. » Thomas a tapé sur son clavier en silence. On y est. Le 6 du mois dernier. Regarde ça. Il a tourné l'écran vers moi. L'image était granuleuse, en noir et blanc. La caméra filmait le palier du 4e en remontant vers le 5e. Le couloir était désert. L'horloge marquait 1h45 et 20 secondes. Une ombre est apparue dans l'escalier. J'ai senti mon cœur s'arrêter. L'homme portait une veste large et une casquette enfoncée qui cachait la moitié de son visage. Il portait aussi un masque. « Arrête. Mets-le au ralenti », ai-je ordonné d'une voix méconnaissable. Thomas a appuyé sur une touche. L'homme montait les marches. D'abord le pied droit. Puis il traînait le gauche avec une légère boiterie. Son épaule gauche tombait un peu quand il mettait du poids sur cette jambe. Cette démarche. J'ai couvert ma bouche pour étouffer un sanglot. C'était indéniable. C'était Marc. Je fixais l'écran. L'homme est arrivé à la porte 504. Il n'a pas frappé. Il a mis la main dans sa poche, a sorti un trousseau de clés, a choisi la bonne avec assurance et l'a insérée dans la serrure. Clic. La porte s'est ouverte. Il s'est glissé à l'intérieur et a refermé avec d'infinies précautions. « Tu reconnais quelqu'un ? » a demandé Thomas avec prudence. Mais le mois précédent. Thomas a obéi. Le 6 du mois d'avant, à la même heure, la même personne, la même discrétion et la même aisance pour ouvrir la porte. J'ai regardé les vidéos des 3 derniers mois d'affilée. Le scénario ne changeait jamais. La nuit suivant la remise de l'argent, il apparaissait. Soudain, j'ai eu la nausée. Qui avais-je payé pendant 5 ans ? Je payais l'homme même qui se cachait là-bas, celui qui avait cruellement laissé sa femme et son fils souffrir pour une dette imaginaire. Thomas, copie-moi tout ça sur une clé USB. Et ne dis rien à personne, s'il te plaît. Thomas a vu la gravité sur mon visage et a hoché la tête. Détends-toi. Je ne dirai rien. J'ai saisi la clé USB en la serrant fort. C'était énorme. Je suis sorti du café en courant. Marc était vivant et il avait, avec ses parents, mis en scène cette farce pour m'exploiter jusqu'à la moelle. En rentrant, j'ai verrouillé la porte de ma chambre et je me suis laissé tomber au sol. L'ordinateur passait la vidéo en boucle. J'ai reconnu la veste qu'il portait. C'est moi qui la lui avais offerte avant son départ. Marc n'était pas mort. Mais pourquoi simuler sa propre mort ? Pourquoi utiliser l'excuse d'une dette pour me forcer à payer ? Je me suis souvenu du jour où nous avons appris la nouvelle. Mes beaux-parents pleuraient de façon inconsolable, mais juste après la cérémonie, ils ont mis sur le tapis cette supposée dette. Chloé, Marc est parti pour nous. Maintenant qu'il n'est plus là, nous sommes vieux et sans revenus. Les 12 000 que nous lui avons donnés sont perdus. Voyons comment nous pouvons régler ça. Ils avaient fait appel à ma compassion et à mon sens des responsabilités. Ils savaient que je n'abandonnerais jamais les parents de mon mari. Et c'est ainsi qu'ils m'ont transformé en leur distributeur automatique de billets pendant 5 ans. La douleur se transformait en colère, une rage sourde qui brûlait lentement. Près de 14 000, en comptant les intérêts et les cadeaux. C'était ma sueur, mes larmes. J'avais économisé chaque centime pour entretenir le fantôme de mon mari et ses 2 complices. J'ai regardé le petit hôtel improvisé où la photo de Marc continuait de sourire gentiment. J'ai eu envie de la briser en 1000 morceaux, mais non, détruire des objets ne résoudra rien. Je devais rester calme, être plus intelligente qu'eux. Tu as très bien joué ton rôle de mort, Marc, ai-je murmuré. Eh bien,
laisse-moi jouer l'épouse naïve encore un peu, mais cette fois, c'est moi qui vais diriger la pièce. J'ai ouvert un tiroir et sorti un carnet pour tracer mon plan. Confirmer l'identité de l'homme sur la vidéo. Enquêter sur la situation financière réelle de Marc et de sa famille. Trouver la cachette de Marc. Demain, la traque allait commencer. J'allais chasser mon propre mari défunt. Le lendemain matin, j'ai commencé mon enquête. Si Marc était en vie, comment avait-il pu obtenir un certificat de décès? En France, les procédures sont strictes. J'ai appelé l'entreprise de forage en mer du Nord pour laquelle il était censé travailler. Après plusieurs transferts d'appels, j'ai eu une responsable des ressources humaines. Bonjour, je suis la veuve de Marc Lefebvre. Il y a eu un accident sur l'une de vos plateformes il y a 5 ans. Un instant, madame. Je ne trouve aucune trace d'un Marc Lefebvre dans nos registres d'accidents. Attendez. Ah, je vois. Monsieur Lefebvre n'a jamais travaillé sur nos plateformes. Son contrat a été annulé 2 jours avant son départ prévu pour raisons personnelles. Le choc a été tel que j'ai dû m'asseoir. Il n'était jamais parti. Tout n'était qu'une mise en scène orchestrée dès le début. J'ai décidé de confronter mes beaux-parents, mais pas n'importe comment. J'ai attendu le soir du prochain versement. J'ai installé un micro caché dans mon sac. Je suis montée au 5e étage. Yolande m'a ouvert comme d'habitude, avec son air de martyr. Voilà l'argent, Yolande, ai-je dit d'une voix neutre. Mais avant que tu ne fermes, j'ai une question. J'ai vu Marc hier soir dans la rue. Le visage de Yolande est devenu livide. Elle a dégayé. C'est impossible. Tu as des hallucinations, ma pauvre fille. Le deuil te fait perdre la tête. Ce n'était pas une hallucination. Il montait ici. Avec ses clés. À ce moment-là, j'ai entendu un bruit survenant de la chambre du fond. La porte s'est ouverte et un homme en est sorti. C'était lui. Marc. Un peu plus vieux, la barbe mal taillée, mais c'était bien lui. Ça suffit, maman, a-t-il dit d'une voix basse. Elle sait. Je suis restée pétrifiée. L'homme que j'avais pleuré pendant 5 ans se tenait devant moi. Pourquoi, Marc? Pourquoi nous avoir fait ça, à Lucas et à moi? J'avais des dettes de jeu, Chloé. Des gens dangereux me cherchaient. La seule solution était de disparaître. Mes parents m'ont aidé. Ils ont simulé ma mort avec de faux documents achetés au marché noir. Et l'argent que tu envoyais. C'était pour payer mes créanciers petit à petit. Tu m'as volé ma vie pour payer tes dettes de casino? Ai-je crié. Tu as laissé ton fils grandir sans père pour des paris? Il a baissé les yeux, mais Étienne, mon beau-père, est sorti de l'ombre, agressif. On a fait ça pour sauver sa vie. Tuer sa femme, c'était ton devoir. J'ai reculé, le dégoût me soulevant le cœur. Mon devoir s'arrête là où commence votre folie. La police est en route. J'ai tout enregistré. Marc a tenté de s'approcher, mais j'ai brandi mon téléphone. Ne me touche pas. Vous allez tous rendre des comptes. Marc a blêmi, ses yeux fuyant mon regard. La panique a commencé à gagner ses parents. Étienne a tenté de s'interposer, mais j'ai reculé vers la porte, mon téléphone fermement serré dans ma main. Ne bougez pas. Ai-je crié. La police est déjà en bas. En réalité, j'avais appelé le commissariat du 19e juste avant de monter, et 2 agents arrivaient dans le hall. Marc a réalisé que son monde de mensonges s'écroulait. Il s'est effondré sur une chaise, cachant son visage dans ses mains, et a tout avoué. Ses dettes de jeu auprès de prêteurs sur gage du milieu parisien étaient devenues ingérables. Darius, pour sauver sa peau, Marc avait orchestré cette disparition avec la complicité de ses parents, utilisant ma culpabilité et mon amour pour financer sa fuite et rembourser ses créanciers au compte-gouttes. Ses parents, dans la pièce d'à côté, pleuraient et invoquaient leur amour parental, mais la justice française ne pardonne pas à ceux qui utilisent l'affection pour escroquer. Le fameux Darius a également été arrêté peu après pour recel et exercice illégal de l'activité de banquier. L'affaire a secoué le quartier. 3 mois plus tard, le procès a eu lieu au tribunal judiciaire de Paris. Marc a été condamné à une peine de prison ferme pour escroquerie aggravée et faux en écriture.
Ses parents, en raison de leur âge, ont bénéficié du sursis, mais ont été condamnés à me rembourser l'intégralité des sommes perçues, soit plus de 13 000 avec les dommages et intérêts. En sortant du palais de justice, j'ai levé les yeux vers le ciel bleu de Paris. Le soleil radieux dissipait enfin les ombres qui assombrissaient ma vie depuis 5 ans. J'avais récupéré mon argent, mon honneur et, surtout, ma liberté. J'ai vendu notre petit appartement chargé de souvenirs douloureux et, avec l'argent récupéré, j'ai acheté un nouveau duplex à Montmartre, petit mais dénué de lumière. Un après-midi, en allant chercher Lucas à l'école, il m'a dit: Maman, aujourd'hui j'ai eu un 18/20 en maths. Quel champion mon fils! Aujourd'hui, pour fêter ça, je t'emmène manger des crêpes et faire un tour de manège. Youpi! Nous marchions main dans la main dans une rue bordée de tilleuls. Le vent léger apportait une odeur de fleurs. J'ai regardé mon fils et j'ai souri, vraiment heureuse. Le passé douloureux était désormais enfermé derrière les murs de la prison. Devant nous s'ouvrait un avenir nouveau, brillant et serein. J'ai remercié le destin pour ces tempêtes passées. Grâce à elle, j'avais découvert ma force et appris que le vrai bonheur ne consiste pas en un sacrifice aveugle, mais dans le combat pour protéger ceux que l'on aime. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle a résonné en vous, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et n'oubliez pas d'indiquer d'où vous venez. Abonnez-vous à la chaîne, de nombreuses autres histoires arrivent bientôt.